Aux États-Unis, la moto compte 4 millions d'adeptes de tous âges et de tous acabits. Pour certaines personnes, la moto est un outil de travail, un moyen de transport pour se rendre au boulot, ou s'en échapper par le chemin des écoliers. Une moto est tout ce qu'on veut. Il suffit de mettre le contact pour être ailleurs. De plus, ce n'est pas difficile à conduire, sauf peut-être la première fois, surtout lorsque votre voisin, qui n'en a probablement jamais conduit une lui-même, vous prodigue ses bons conseils. Freiner, embrayer, changer de vitesse, accélérer, tout est là. Simple question de coordination. Tous les dimanches, Challenge One. Un groupe d'hommes d'affaires en plein rush. Le jeune homme avec la sacoche sur l'épaule se nomme Murt O'Lowell. Il a 29 ans, mesure 1,65 m et pèse 65 kg. C'est un professionnel, même si son métier n'a rien à voir avec celui d'un banquier, d'un comptable ou d'un représentant. Il est coureur motocycliste. Murt gagne sa vie en pratiquant l'un des sports les plus dangereux qui soit. Son habileté exceptionnelle sur la piste en a fait le numéro 1 de l'American Motorcycle Association. Il a mérité ce titre en obtenant le score le plus élevé dans les 27 courses de championnat national disputées cette saison.
Il peut atteindre des vitesses incroyables sur une distance de moins d'1 kilomètre. Dans une course, il a déjà touché les 160 km/h en ligne droite et les 130 dans les courbes, frôlant les piquets et le rail de sécurité. Il lui arrive également de frôler les autres pilotes de quelques centimètres. Parfois, leur vie peut dépendre de ces quelques centimètres. La course de moto professionnelle est un sport violent. Murk Lowell est un homme doux dans un monde rude. Son boulot de coureur professionnel l'oblige à passer sur les routes les 8 mois que dure le circuit national. Sa famille l'attend à Tiburon, en banlieue de San Francisco, pendant qu'il sillonne les États-Unis. Il participera à 27 courses dans le cadre du championnat national. Avec ses collègues, Lowell s'apprête à prendre le départ sur sa bécane de 140 kg qui dégage pas moins de 80 chevaux, soit l'équivalent de 2000 chevaux pour une voiture de tourisme. Pour avoir une chance d'accéder à la première place, il faut participer à 5 types de courses différents. Chacun d'eux exige une moto et des techniques spécifiques. L'AMA compte plusieurs centaines de coureurs professionnels, mais une quinzaine seulement sont des candidats sérieux à la première place. Les pilotes sont des gars comme Murk, des professionnels hautement spécialisés, bien plus que des vedettes hollywoodiennes. Des gars comme Dick Mann, ancien numéro 1, Gary Nixon, 2 fois numéro 1, Gene Romero, Carl Reber. Leur taille oscille en général entre 1,65 m et 1,70 m et ils sont habituellement très jeunes comme Mark Bresford, 20 ans, Dave Smith, 21, David Aldena, 20, Don Castro, 19, Kate Matchford, 20, Frank Gillespie, 22, Jim Otom, 23 et Jim Rice, 23 ans. Quand on les voit au ralenti, leurs gestes semblent des plus naturels et pourtant ils roulent à plus de 100 miles par heure. Le numéro 24, Jim Rice à l'intérieur. Ken Presbro, le numéro 14, aujourd'hui décédé. Malheureusement, il ne termine pas toujours la saison. Il n'existe qu'une poignée d'hommes dans le monde capables de conduire une moto avec le courage et le talent de Murk et des autres professionnels. Et même ce talent ne leur épargne pas toujours les ennuis. Le meilleur moyen d'éviter les accidents graves est de coucher la machine au sol, comme le fait ici John Happy à 130 km/h. Tout à fait maître de lui, il surveille la circulation derrière. Dans la course automobile, certaines erreurs bénignes, comme le dérapage, n'ont pas de conséquences graves. Dans la course de moto, il n'y a pas de petites erreurs. Simplement, de coucher la moto, ça abîme le cuir et le reste. Il est presque inévitable que les pilotes iront au sol à quelques reprises au cours de la saison. Mais dans certains cas, les accidents sont beaucoup plus sérieux. Kes Mashburn, numéro 30, traverse une clôture. 10 minutes plus tard, il retire les brindilles de ses cheveux et 10 autres minutes après, il est de retour sur la piste, plus déterminé que jamais. C'est la marque d'un coureur professionnel d'être capable de se secouer et de réenfourcher sa bécane aussi sec. Frank Gillespie, un jeune coureur californien, a passé un mauvais moment. Il s'est retrouvé avec une épaule fracturée après une chute sur une piste très poussiéreuse. 2 semaines plus tard, épaule cassée ou pas, il était de retour dans la compétition. Gary Fisher est un autre bon exemple de courage qui anime ses coureurs. Il était impliqué dans un horrible accident dans le Midwest.
C'est incroyable, tous les pilotes se relèvent. Gary affirme que tout va bien. 1 heure plus tard, il est en route pour l'hôpital, le dos brisé. Il a fait fondre son plâtre dans la baignoire pour le remplacer par une simple armature orthopédique qu'il a retirée après 6 semaines pour refaire de la course. Pour accéder ou se maintenir au top niveau, il faut disputer plusieurs types de courses. D'abord, il y a la course sur route, avec des machines extrêmement précises et aérodynamiques. Le menton appuyé sur le réservoir recouvert de mousse, ce type de course fait appel à des techniques très particulières au niveau de l'accélération, de l'embrayage et du freinage. Cinq courses sur route se disputent au début de la saison, du mois de mars au 1er juin. La course sur route est bruyante, précise et très astreignante. C'est aussi un spectacle d'une grande beauté et d'une grande élégance. De ces 5 courses, celle de Daytona Beach en Floride est la plus corsée et la plus rapide, avec sa rampe inclinée à 30 degrés. La force centrifuge atteint un tel paroxysme qu'elle maintient la suspension au ras du sol et impose une pression énorme sur le casque protecteur qui ballotte dans tous les sens. Les yeux des pilotes s'enfoncent dans ses orbites, au point qu'il en a la vision voilée. Quand on regarde la course des estrades, on a du mal à croire que les motos roulent à près de 260 km/h. Pour avoir une idée de l'expérience vécue par ce pilote, essayez de sauter de votre voiture à 190 km/h. Par miracle, il n'a rien de cassé. Regardons de nouveau la scène au ralenti. Son gant fait un saut périlleux de 10 mètres. Regardez la curieuse position de sa jambe. C'est incroyable qu'elle ne soit pas fracturée.
Comme toutes les autres formes de course, la course sur route est d'une grande précision, d'une grande beauté et elle comporte de grands risques. Voici le parcours surnommé le Mile, le circuit de terre le plus dingue qui soit. Sur la ligne droite, Murt pousse sa bécane jusqu'à 210 km/h et dans les virages, il se maintient à 160. Le numéro 87, Mark Belsford, son coéquipier et en quelque sorte son protégé, réussit une performance extraordinaire sur le Mile. La plupart des pilotes conviennent qu'il n'y a pas de plus grand thrill que de taper le 200 km/h en arrivant au bout de la ligne droite. Mark sort du virage, les pieds levés. 160, 180, 200. Et il amorce la ligne droite, couché sur son bolide, pour réduire la résistance du vent. Lorsque Murt ne court pas, il travaille sur ses moulins. Après chaque course, il démonte entièrement le moteur et vérifie les pièces une à une. Et il ne fait pas que serrer des vis et des boulons. Par exemple, tous les organes de la transmission sont limés à la main afin de réduire leur poids. Quelques grammes sur cet arbre à cames peut signifier quelques kilomètres-heure de plus sur la piste, et donc l'avantage sur les concurrents. Il passe des heures seul dans son garage à essayer de trouver des moyens d'améliorer telle ou telle pièce. Il faut être pro et s'adonner à la même passion pour vraiment apprécier le travail que cela représente. Il passe environ 1000 heures par année à travailler sur sa moto. Nous sommes à Columbus, Ohio, à l'une des 10 courses cross-country auxquelles Murt participe durant les 8 mois que dure la saison. Il parcourt 112 000 km par an dans son van, avec son ami et assistant Jack Dunn. Ils ne dorment pas au motel et tracent 24 heures par jour, ne s'arrêtant que pour manger et faire le plein. Murt se consacre entièrement à son métier. Il travaille 7 jours par semaine. Il n'a pas beaucoup de temps pour le reste. La course de moto, c'est toute sa vie. Il a gagné environ 150 000 $ bruts l'an dernier, soit à peu près 20 000 $ après les dépenses. Finalement, c'est assez peu pour le talent, la technique et le dévouement que cela exige, sans parler du risque. La plupart des gens mettraient 4 jours pour se rendre de San Francisco à Columbus. Murt et Jack feront le trajet en 27 heures non-stop. Et pas question d'arriver au circuit un jour d'avance pour prendre du repos. Les barrières se lèvent à 8h30 et ils arrivent à 8h30. Une heure plus tard, après avoir conduit toute la nuit, il est sur la piste, se dandinant à 130 km/h. Avant chaque course, il y a environ 1 heure d'échauffement, que Murt met à profit non pas pour s'échauffer, mais pour choisir le cadre, la direction et les pneus qui seront les mieux adaptés à cette piste. La course implique une foule de choses. Il ne suffit pas de savoir accélérer. À eux seuls, les pneus représentent une science particulière. Il faut connaître les différents composants de caoutchouc et les différentes sculptures de semelles. Une livre d'air de plus ou de moins dans la pression des pneus peut faire une énorme différence sur la piste. Avant chaque course, les coureurs fendent leurs pneus avec des lames de rasoir afin d'augmenter la traction. Chaque coureur a sa technique particulière qu'il modifie d'heure en heure pour s'adapter aux conditions du sol. Une autre tâche que les pilotes doivent accomplir avant la course est de scotcher ces bandes de plastique transparentes sur leurs lunettes. Certains coureurs en collent même 5 ou 6 l'une sur l'autre et la détachent au fur et à mesure pour avoir une vision nette. Cela doit être excitant de s'amuser à décoller des stickers à 160 km/h.
La dernière chose qu'ils attachent est leurs chaussures renforcées d'acier, faites sur mesure et dont la forme de la partie mobile s'adapte au style de chaque coureur. Voici le circuit de Columbus, 20 tours d'1 kilomètre. Murt a remporté la victoire 2 années de suite. S'il renouvelle cet exploit aujourd'hui, il sera bien placé pour conserver sa plaque numéro 1 encore une année. Qu'est-ce qu'il désire le plus? La bourse de $6 000 ou les 60 points? Les deux. Sur la ligne de départ, à l'affût du moindre tremblement de la main qui tient le drapeau, il possède le contrôle de soi et la totale concentration d'un chasseur à l'affût. Murt a mené une course fantastique, creusant son avance sur les autres concurrents. Il était incroyable. Il avait les bons pneus, il avait réussi à augmenter sa vitesse en réduisant le poids de l'arbre à cames. Sa machine était absolument au poil. Et il a conduit comme le champion qu'il est. La foule sent la victoire proche et l'encourage fortement. Au dernier tour, le peloton arrive, mais pas trace de Murt. Le voici en dernière place, quittant la piste avec un câble d'accélérateur sectionné, une pièce qui vaut 10 balles, mais qui lui coûte les 60 points dont il avait besoin. Au lieu des $6 000 convoités, sa part de la bourse se chiffrera à $116. Cruelle déception. Dans ces conditions, et avec les pilotes en liste, ce sera difficile de garder le titre. Mais le lundi, Murt était de retour sur la route vers d'autres courses, n'hésitant pas à se payer des repas fabuleux dans des restaurants chics. Sans doute risque-t-il plus ici que sur la piste. Murt remportera 3 courses de niveau national. Il apprécie beaucoup tout ce qui accompagne la victoire. Mais la guigne le poursuit tout au long de la saison. Il est tombé en panne dans la moitié des courses du championnat. La plupart du temps, ce sont des petites pièces qui ont lâché, comme le câble d'accélérateur, et une panne électrique ou la semelle du pneu qui se détache. Ici, à Tiro, Indiana, avec une avance d'un demi-tour, Jack Dunn a senti que quelque chose arriverait, et ne s'était pas trompé. Murt a été obligé de se retirer. Il freine, repart, freine à nouveau, repart. Mais maintenant, c'est trop tard avec le temps qui reste. Il est désormais impossible pour Murt d'obtenir suffisamment de points pour regagner sa première position. Ce titre qu'il a convoité pendant 12 ans, pour finalement le porter une saison, il devra le passer à quelqu'un d'autre. 4 coureurs sont susceptibles de reprendre le flambeau. L'un d'eux est le meilleur ami de Murt, Dick Buxeman, le vétéran du circuit, qui réussit toujours d'excellentes performances dans les courses de lama, en plus d'être génial en motocross. Aucun coureur n'est plus respecté des autres coureurs et du public que Dickman. Son rival le plus sérieux pour le titre est un coureur de 20 ans, Dave Aldana, qui en est à sa première année chez les professionnels. Originaire de Santa Ana, Californie, on l'a surnommé le Crazy Kid. En dehors de la piste, c'est un jeune homme plutôt rangé, impression qui disparaît vite quand on le voit sur sa bécane. Il s'est écrasé 15 fois à 200 km/h durant l'année, sans jamais subir de blessures. David affirme, on ne se rend pas compte à quelle vitesse on va avant de tomber. S'il ne s'écrase pas, il ira loin.
Le troisième en liste pour le titre est Gene Romero, surnommé Berrido. S'il a la réputation d'être le plus flamboyant de tous les coureurs professionnels, il est extrêmement sérieux en ce qui concerne la course, surtout en fin de saison lorsqu'il voit briller la possibilité d'une première place. Sans vouloir blesser qui que ce soit, laissez-moi vous dire que je veux cette troisième place et que je l'aurai. Sinon, vous viendrez me visiter à l'hôpital. Le quatrième et dernier candidat à la première place est Jim Rice. Jim a remporté 6 victoires cette année, un record en une seule saison. Le gagnant du titre sera déterminé à Sacramento, Californie, en septembre. Mais le motocross, ce n'est pas seulement les circuits nationaux, c'est aussi Hanhane Sunday, le motocross du dimanche. Il se pratique sur des terrains accidentés, sur les bosses, dans la boue, les cailloux et la poussière. Cela n'exclut pas bien sûr la compétition. Et que vous vous battiez pour la première ou la 31e place, la bataille est aussi féroce. Nous assistons ici à une confrontation classique pour la 10e place. Le mec en jaune croit en lui, en jetant plein la vue. Il viendra plus facilement à bout de son rival, mais l'autre n'hésite pas à jeter ses lunettes à $40 et le rattrape dans le virage. Lorsqu'ils sont à la traîne, certains pilotes paniquent et essayent de prendre des raccourcis à travers champs. Lorsqu'ils doivent abandonner l'épreuve, ils sont excessivement frustrés. Que votre moto s'enlise dans la boue, c'est une chose. Mais que vous aussi, vous y restiez, et que ce soit votre petit ami qui vienne vous délivrer, c'est très gênant. Tout le monde fait des erreurs, même le champion du monde Ben Hallberg, qui tente de sauter par-dessus le guidon. Il faut dire que quand Hallberg descend de moto, il le fait avec une certaine grâce, dans le plus pur style classique. Il arrive fréquemment qu'un pilote rate un virage et parte dans le décor. Le cas de ce coureur est un classique. De la 8e position, il a réussi à remonter à la 3e place grâce à un petit raccourci. On se demande comment ils arrivent à se placer dans de telles situations. Il y a un jeune qui riait si fort qu'il en a eu des crampes d'estomac.
Des milliers de coureurs font du motocross aux États-Unis. Parmi eux, le grand Steve McQueen. Sur la ligne de départ, ce n'est pas un acteur en balade, mais un pilote motocycliste à 100%. Personne ne possède autant d'instinct de compétition. Et quand il a cette tête-là, le monde peut s'écrouler autour de lui. Tout ce qu'il voit, c'est la piste. Sa personne vaut $1 million. Ce serait dommage que quelqu'un s'en serve comme traction dans un virage. Si les grands pontes du cinéma savaient ce qu'il fait le dimanche après-midi, ils en auraient une attaque. Et les deux meilleurs coureurs de motocross au monde sont Ben Hallberg, un Suédois champion du monde des 500, et Joël Robert, de Belgique, champion du monde des 250. En Europe, les courses de motocross attirent des foules de plus de 100 000 personnes. Au pays de Joël, en Belgique, il paraît que des fans se sont couchés en travers de la route des autres concurrents pour permettre à Joël de gagner. Mais il n'avait pas besoin d'aide pour ça. Tenant du titre des 500, Ben Hallberg est un pilote extrêmement doué, qui met ici toute la gomme pour retrouver son équilibre. Des tests scientifiques ont démontré que le motocross arrivait deuxième derrière le football, dans les sports les plus exigeants physiquement. Après 30 minutes de course, même un coureur en parfaite forme comme Ben Hallberg est totalement épuisé. Il pourra se reposer 1 heure entre 2 courses avant de repartir de nouveau, et ce, 3 fois par jour. Et les courses ont lieu par tous les temps. C'est une compétition entre des hommes, mais c'est avant tout une compétition entre l'homme et la course elle-même. Le motocross possède une beauté brutale, qui ressort surtout quand on voit les scènes au ralenti. L'exemple type du motocycliste du dimanche qui court pour le plaisir, il n'y a qu'à voir son sourire pour s'en convaincre, est Malcolm Smith. La seule distinction entre Malcolm et les autres coureurs du dimanche, c'est que lui dispute également d'autres types de compétitions qui sont différentes chaque dimanche. Cela semble lui plaire et il y réussit très bien. Revenons à une entrevue qu'il avait accordée à un journaliste sportif en 1968, dans laquelle il commentait son extraordinaire performance l'année précédente au Mexico 1000. Il ne dit pas un mot des difficultés de l'épreuve,
C'est tout Malcolm. Vous est-il arrivé des aventures durant les 9 heures de la course l'an dernier dans ce pays sauvage? Non, tout a bien été. En fait, la difficulté a été de revenir chez nous. J'étais avec un copain, qui est mon coéquipier cette année, dans une vieille Volkswagen. C'est lui qui conduisait. On est tombé en panne et c'est un camion qui transportait des tortues de mer qui nous a ramenés. On a voyagé sur les tortues pendant 5 jours. Vous avez voyagé sur des tortues de mer vivantes? Oui, sur des tortues vivantes. Ça sentait très mauvais. Sur la ligne de départ, la plupart des pilotes sont nerveux. Malcolm, lui, ne cesse jamais de sourire. Parmi les nombreuses rencontres auxquelles Malcolm a participé, il s'est particulièrement illustré dans des courses hors piste comme la Mint 400. Cette épreuve de 640 km, soit la distance entre San Francisco et Los Angeles, se déroule à travers le désert près de Las Vegas, sur un des terrains les plus accidentés que l'on puisse imaginer et à une vitesse moyenne de 80 km/h. La course continue jour et nuit et arrivé à la fin, alors que les autres coureurs ont du mal à tenir sur leurs jambes, Malcolm est toujours là, souriant au milieu de la nuit. Malcolm est le roi incontesté du Mexico 1000, une course de 1000 miles hors piste dans la péninsule de Baja California, au Mexique. Il est si rapide qu'on devrait créer une catégorie juste pour lui. Une année, il a conduit un buggy pour voir l'effet que ça faisait, et il a réussi à se classer second avant de tomber en panne. Ici encore, après un départ très réussi, il ne parle pas de poussière, de fatigue, de difficulté. Vous semblez prendre votre pied, Malcolm. Tout à fait, je m'amuse beaucoup. Pas d'incident, pas de problème? Non, non. Regardez par ici un moment. Tout ce que je vois, c'est Larry Brigg qui se repose. Oui, il est devant vous. Oui, je sais, elles sont difficiles à suivre, ces motos. Ce serait bien la première fois, parce que les années précédentes, le nuage de fumée solitaire qui traversait Lake Chapala, loin devant tous les autres, était immanquablement produit par sa moto. Il a toujours été en tête. Une année, il avait une avance de 2 heures sur son plus proche rival, à la moitié du parcours, et il a fait les 200 derniers miles avec la roue avant crevée. Plus l'épreuve est difficile, et plus le pilote doit avoir de talent et d'endurance. Et c'est là que Malcolm donne toute sa mesure. Comme il le dira lui-même, c'était vraiment bien. C'est à El Escorial, en Espagne, près de Madrid, que se déroulent les 6 jours de trial international, le test suprême pour les hommes et les machines. Une tradition qui remonte à 45 ans. Les 6 jours sont en quelque sorte les Jeux Olympiques de la course de moto. 348 coureurs venus de 16 pays seront présents à la ligne de départ. Parmi eux, Malcolm Smith. Sa moto est inspectée et marquée avant la première journée. Chaque pièce est marquée au moyen d'une peinture spéciale. En 6 jours, aucune pièce ne doit être changée, sinon c'est la disqualification. Même les pièces à l'intérieur du moteur sont marquées et le moteur est scellé. Les seules pièces qui peuvent être changées sont les câbles de contrôle, les pneus et les chambres à air. À 6h45, le premier pilote prend la route. À partir de ce moment, 4 autres pilotes décolleront chaque minute. On reconnaît l'origine des pilotes à la couleur de leur casque. Les Allemands sont blancs, les Espagnols jaunes, les Italiens rouges, les Anglais verts, les Tchécoslovaques bleus, les Suédois jaunes et bleus. Malcolm porte le numéro 242. Il partira à la 60e minute. De toutes les compétitions auxquelles il participe, celle-ci est la seule qu'il prend vraiment au sérieux. Il n'y a pas d'argent à gagner ici. Le prix le plus élevé qu'un coureur peut remporter est une médaille d'or. Malcolm prend enfin le départ. Ils sont 348 dans la campagne espagnole, lancés dans cette épuisante aventure. Le principe de l'événement est simple. Il suffit de rouler environ 320 km par jour pendant 6 jours en respectant un horaire précis. Seuls les meilleurs peuvent respecter cet horaire et les candidats sont justement les meilleurs au monde. C'est déjà un honneur d'être sélectionné pour prendre part à cet événement prestigieux. Les coureurs doivent se présenter chaque jour à divers points de contrôle. Et même s'ils arrivent avant l'heure fixée, ils ne peuvent pointer avant la minute exacte qui leur a été assignée. Ils perdent un point pour chaque minute de retard à un quelconque point de contrôle. En tout, ils subiront 65 contrôles. Une minute de retard à un seul de ces contrôles est suffisante pour vous faire perdre un point.
Pour gagner une médaille d'or, il faut réaliser un score parfait. Pour évaluer la difficulté de ces 6 jours, il faut l'avoir fait. Passer 6 jours d'affilée sur une moto, c'est long. Les meilleurs pilotes viennent en général d'Europe, plusieurs d'entre eux touchent un salaire annuel. Une médaille d'or aux 6 jours fait vendre beaucoup de motos en Europe. Non seulement Malcolm, lui, n'est pas payé, mais en plus, c'est lui qui défraie toutes les dépenses du voyage. Les concurrents affronteront des températures variant de -5 à 20 et quelques degrés. Ils grimperont à des altitudes frôlant les 2500 mètres, jusque dans les nuages, qui coiffent les montagnes espagnoles. Sur les 1920 km du parcours, environ 1280 sont constitués de pistes comme celle-ci. Elles peuvent mesurer plus de 60 km. Fortement handicapés par l'état des pistes, la plupart des coureurs ont du mal à maintenir la vitesse moyenne prescrite, qui n'est pourtant que de 38 km/h. Tous les ajustements doivent être faits par le concurrent lui-même, sans aide extérieure. Lorsque le pilote ne court pas, les motos sont sous clé. Le pilote ne peut faire des réparations que pendant les minutes d'avance qu'il réussit à grignoter sur l'horaire prévu. Si vous n'êtes pas capable de changer un pneu en 4 minutes, alors oubliez les 6 jours. Les seuls outils autorisés sont limités à ceux qu'un pilote peut porter sur lui. Si quelqu'un d'autre lui prête un outil ou l'aide d'une façon ou d'une autre, le pilote est automatiquement disqualifié. Et même si la moto tient le coup, si le pilote sait changer une roue en un tour de main, qu'il respecte l'horaire et ne perd aucun point, la médaille d'or ne lui est pas acquise pour autant, car il devra de plus se soumettre à une série d'épreuves spéciales à la fin de chaque jour. L'une de ces épreuves est un test d'accélération sur 200 mètres. La vitesse est contrôlée à la fin et permet au pilote de gagner des points supplémentaires. Cette épreuve comporte un piège. Le bruit entre également en compte. Si la moto est trop bruyante, le pilote perd des points au lieu d'en gagner. Une autre épreuve consiste à exécuter une boucle chronométrée de 5 km, une sorte de course motocross contre la montre. Le plus rapide remporte le plus de points. Pour aspirer à une médaille d'or, il faut encore se classer dans le premier tiers. Sur les motos, les silencieux et les phares sont sous la plaque minéralogique. On peut vous arrêter à n'importe quel moment pour vérifier les phares, et s'ils ne fonctionnent pas, vous devez rester sur place et les réparer. Dans les épreuves, Malcolm doit être rapide, mais pas trop, car il doit ménager sa monture, et se ménager aussi. Il n'est pas encore au bout de ses peines. Jour après jour, Malcolm se lève à l'aube et quitte El Escorial fatigué et encore raide mais ponctuel. Chaque jour, il doit se battre contre la montre et les éléments, à commencer par la fatigue, mais toujours à temps. Plus que tout autre événement de ce type, les 6 jours mettent le coureur à rude épreuve, testant sa façon de conduire, mais aussi son endurance, ses connaissances mécaniques, la qualité de son jugement même, lorsqu'il est très fatigué. S'il fait tout bien, mais vraiment tout, et qu'il ne perd pas un seul point, alors la médaille d'or est à lui. Malcolm en a remporté une en Pologne, une autre en Allemagne, et il remportera également celle-ci à El Escorial en Espagne. De retour aux États-Unis, Malcolm n'a rien de plus pressé que de se précipiter à une autre course avec son ami Steve McQueen. Cette fois, il s'agit du Grand Prix d'El Señor. 1500 motocyclistes attendent le départ dans la rue principale. Les 1500 motocyclistes plus 50 000 spectateurs, cela fait beaucoup de monde dans la petite ville. Le circuit a 160 km et serpente à travers les rues de la ville et les collines avoisinantes. En temps normal, l'âge moyen des habitants de El Señor est de 60 ans et c'est la seule ville aux États-Unis qui accueille un tel événement. Les habitants en sont ravis, les coureurs aussi. Malcolm prend le départ au second rang. Steve partira de la 4e rangée. Retenus par une corde, les coureurs partent à 10 secondes d'intervalle.
En fait, ça devrait être un intervalle de 10 secondes, mais c'est parfois moins. Pour savoir quels sont les pilotes les plus impatients, il suffit de regarder les marques que la corde leur a laissées sur le cou. Trois kilomètres plus loin, Malcolm double le dernier coureur et prend la tête. La pluie tombée il y a quelques jours a formé une mare au milieu de la piste. Après le passage du parc, la mare d'eau se transforme en mare de boue qui prend de plus en plus d'importance. Les 200 premiers pilotes réussissent à passer, mais pour les 1300 autres, c'est impossible. La course ne comporte pas de prix en argent. Le gagnant se voit remettre un trophée. De plus, les pilotes doivent payer des frais d'inscription de 75 francs pour avoir l'honneur de participer à cet événement. Pendant que les autres se débattent pour sortir de la boue, Malcolm élargit l'écart qui le sépare du groupe. Cela semble si naturel et si facile qu'on s'aperçoit à peine qu'il roule un train d'enfer. Et pourtant, les 1499 qui sont derrière lui le savent, eux. Lorsqu'il revient dans la ville après avoir complété le premier tour, son avance est plus que confortable. En fait, il n'est même pas suivi. Pendant que le peloton déferle à travers la ville, il faut être très sportif pour réussir à traverser la rue sans être renversé par une moto. Tous les coureurs motocyclistes vont à El Señor. S'ils ne devaient participer qu'à une seule compétition dans l'année, ce serait au Grand Prix d'El Señor. On y retrouve des pilotes de toutes conditions et de tous âges, des femmes et même un éleveur de porcs de Murrieta. Seulement 200 d'entre eux sont des coureurs professionnels. Pour les autres, c'est la grande aventure du dimanche. Et ils s'en donnent à cœur joie. Font la roue pour épater les copains, foncent sur tous les objets à leur portée, prennent les virages à toute allure, emmènent les bannières en balade, pour ensuite les promener à travers la ville. Les habitants d'El Señor ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ils s'empressent de sortir les chaises sur le balcon, ainsi ils sont aux premières loges. Le numéro 48, Steve McQueen, s'est inscrit sous le nom de Hervé Mushman, mais il est rapidement reconnu par les spectateurs. Elle est subjuguée, mais son mari ne semble pas trop impressionné. « Oui, je peux faire ça. » Steve mérite le respect des autres pilotes. Plusieurs d'entre eux ne savaient pas qu'il était réellement un coureur de grande classe. Mettant à profit l'expérience qu'il a acquise en course automobile, il sait négocier un virage à la perfection. Dans la course suivante à El Señor, Steve a un accident. Il poursuivra quand même la course, avec un pied fracturé, pour finir 8e. C'est le jour de Malcolm Smith. Lorsque Malcolm vous double, inutile d'insister. Même en tête, il prend toujours le temps de saluer un ami au passage. Malcolm possède un sixième sens qui lui permet de sentir les choses. On le voit ici faire une embardée par une percée de la clôture des barbelés et contourner la mare de boue qui est maintenant nettoyée.
Il retraverse la clôture, comme si de rien n'était. Il a doublé 6 coureurs dans le processus. Qu'est-ce qu'un mec qui court en moto tous les dimanches peut bien faire pour gagner sa vie? Malcolm est propriétaire d'un magasin de motos. En 10 tours, Malcolm a doublé 7000 motos. Certaines l'ont vu passer jusqu'à 3 fois. Malcolm ne fait jamais ce genre d'erreur. C'est environ 60 mètres plus loin, sur le côté de la route. La course est terminée, Malcolm Smith est toujours là, son légendaire sourire aux lèvres, frais comme une rose. Steve a connu une belle fin de course et s'est placé 10e au classement général. Il s'est mesuré avec succès aux plus grands coureurs américains. Chaque fois, je me mets à penser que tout va mal et puis je vois tous ces gens qui prennent leurs pieds en conduisant leur moto et ça change ma façon de voir les choses. Oui, je me suis bien amusé. Il y a bien des façons de prendre son pied en moto. L'une d'elles est de participer à une course de sidecar. Il s'agit d'une activité très spécialisée qui ne compte que 200 adeptes aux États-Unis. Le passager est surnommé le singe. Il est généralement à plat d'un côté. Les courses de drag sont également une forme de compétition très spéciale. Sur une distance de 400 mètres, les motos atteignent des vitesses de 260 km/h. Avant de traverser la ligne de départ, ils brûlent leurs pneus afin d'obtenir une meilleure traction. Cet homme s'apprête à faire don de ses poumons à la clinique Mayo. Il faut des hommes et des machines bien spéciales pour faire de la compétition de drag. La victoire se mesure en centièmes de seconde à l'arrivée ou au départ. Plus rares encore sont les adeptes de la course de moto sur glace, comme on peut en voir dans la ville de Québec, au Canada. La première difficulté est déjà de rester vivant par moins 30 degrés. Les coureurs portent un masque de cuir afin de protéger leur visage des morsures du froid et des morceaux de glace qui volent sur la piste. Et les pneus sont équipés de crampons de 5 cm pour avoir une meilleure prise sur la glace. Avant la course, on entend un vacarme assourdissant, comme un bruit de scie. Quand le pilote arrive au bout de la piste, il a intérêt à dégager au plus tôt, parce qu'il y a d'autres scies qui arrivent derrière. On assiste à un record mondial de 7 mètres de crawl sur glace. Et les coureurs prennent environ 20 secondes pour arriver au bout de la piste d'un demi-mile, soit un peu moins d'1 kilomètre, à une vitesse de près de 130 km/h. Pas question de dérapage contrôlé avec ces crampons. Chacun a son propre style. Certains conduisent un pied à terre, comme sur une piste de terre, d'autres ont le genou appuyé sur une rondelle de hockey. Il y a peut-être 50 ou 60 personnes qui s'adonnent à ce sport en Amérique du Nord, et seulement 2 événements importants sont organisés par année. La course de moto sur glace est plus populaire dans certains pays d'Europe et notamment en Russie. Cette course a lieu au Canada par moins 30 degrés, au milieu d'une tempête de neige. Nous voici à quelques 75 degrés de là, à Bonneville, dans les hauts plateaux de l'Utah, où les meilleurs coureurs s'affrontent pour battre les records mondiaux de vitesse. Une fois par année, une semaine de la vitesse à moto est organisée. Il existe environ 200 catégories de compétitions différentes et n'importe quel propriétaire de 2 roues peut s'y inscrire. On voit parfois des choses assez étranges, comme ce skateboard de 60 chevaux. Ou cette vieille bombe équipée d'un moteur. Piètre résultat, il faut dire.
Des inventions maison aux machines archi-sophistiquées dessinées par ordinateur. On voit de tout. Cal Rayburn, un coureur professionnel, va tenter de pulvériser le record de vitesse sur Terre qui est de 250 miles à l'heure, soit 400 km. Il monte une machine très aérodynamique et équipée d'un moteur super puissant. Il perd quelque peu confiance dans la science des ingénieurs et des ordinateurs en s'apercevant qu'ils ont négligé un petit détail. Il est impossible de s'y installer. Tout en marmonnant « Vous êtes fous ?» il les laisse scier la visière de son casque qui était trop grande. De cette façon, elle ne risque plus de lui entrer dans la poitrine. Un problème de régler, mais maintenant, elle lui entre dans le menton. Dans cette position, il est censé aller plus vite que personne ne l'a jamais fait sur une moto. Mais une fois le couvercle abaissé, il s'aperçoit d'un deuxième petit détail. Il ne voit rien. Ses pieds sont trop gros et ils lui bloquent la vue devant, et son genou l'empêche de voir sur les côtés. Tout ce qu'il peut faire est de jeter des coups d'œil par-dessus son genou et suivre la ligne noire, et ce, à une vitesse qui doit dépasser les 400 km/h. Vers la fin de l'après-midi, il se lance enfin pour découvrir un troisième détail intéressant. La moto ne tient pas la route à 10 km/h. Il continue à les traiter de fous, mais cette fois, c'est bien parti. Une semaine et quelques dizaines de crashs plus tard, Calvin parvient à battre le record mondial en atteignant une vitesse de plus de 265 miles, 425 km/h. La direction est différente à cette vitesse. Ainsi, quand on roule à moins de 100 miles à l'heure, on tourne à droite pour tourner à droite. Jusque-là, tout va bien. Mais entre 100 et 200, il faut tourner à gauche pour tourner à droite, et au-delà de 200 miles à l'heure, on revient à la normale. Nous voici au circuit de Sacramento. C'est ici que tout se décide pour le titre du numéro 1, la bourse de 12 000 $, et, ce qui est plus important encore, pour Dickman, Dave Aldana, Jane Romero et Jim Rice, les 101 points qui peuvent apporter le titre à n'importe lequel d'entre eux. C'est un événement important pour tous les coureurs, mais en particulier pour ces quatre-là. Si Dave Aldana l'emporte, ce sera la première fois qu'un nouveau venu dans la classe des pros gagne le titre la première année. Romero rigole moins que d'habitude. Jim Rice arpente la piste en solitaire. Dickman se pointe. Il s'est fracturé une jambe dans une course il y a 3 semaines, et personne ne s'attendait à le voir ici. Mais il a scié lui-même son plâtre et a décidé de tenter sa chance. Il coince sa jambe blessée dans sa botte de métal, arrive sur la piste et remporte son épreuve. Murt remporte la seconde épreuve, Jane Romero la troisième. Arrivé troisième dans son épreuve, Dave Aldana devra compter sur les points de la course principale. Le numéro 24, Jim Rice, prend les choses on ne peut plus calmement. Et voilà qu'après avoir franchi la ligne d'arrivée à 200 km/h,
Une heure plus tard, ils se mettent en place pour le départ de la course. Jim Rice sort de l'ambulance pour tenter de prendre le départ, un mouchoir sur son nez cassé. Jim s'installe tranquillement au milieu des autres. Jim quietly took his place on the line with the rest. Number 3, Romero. Number 38, Alden. Number 2, Jim Platt. These are your 4 contenders. Number 3, Gene Romero. It's Ryan Romero. 1, 2, 3, into the first turn. Un accident va se produire à 200 km/h. C'est Dave Aldana. Le drapeau noir est hissé. La machine d'Aldana est complètement détruite, mais avec sa chance habituelle, David s'en est tiré sans une égratignure. Il s'éloigne tranquillement du lieu de l'accident, mais il s'éloigne surtout de la victoire qui lui échappe. Aucune chance qu'il réussisse à repartir dans les 3 minutes réglementaires. Le nouveau départ se fait de façon absolument identique à la première fois. Vernon est 4e et tente de remonter en 3e position. Romero est second avec Mann en tête. Romero file le train à Dickman, exactement comme la première fois. Jim Rice est en dernière position. 10 tours plus tard, le peloton commence à se disperser. Romero se rapproche du meneur tandis que Rice continue à perdre du terrain. Jim est tout simplement trop amoché pour donner sa pleine mesure. C'est déjà incroyable qu'il soit là. Au 20e tour, Dickman se retire. Il s'est pris le pied dans un trou et il souffre trop pour continuer. C'est la fin de grands espoirs. Après avoir roulé à quelques centimètres de Romero pendant les 20 premiers tours, Murt est lui aussi forcé de s'arrêter. Un nuage de fumée sort de son moteur comme cela arrive si souvent dans une saison. Tout va bien pour Romero. 50 tours et pas une anicroche. Son père est venu l'encourager. Une course magnifique pour lui, couronnée par le drapeau quadrillé. Saluons le nouveau champion, Gene Romero. Gene savoure sa victoire. Mais pour Rice, Aldana et Mann, ce fut un jour de déception. Rice peut même s'estimer heureux d'être encore en vie. Quelle sorte d'homme peut prendre de tels risques avec leur vie et faire des choses aussi folles que de scier un plâtre et courir avec une jambe brisée en disant « Pas de problème, je cicatrise vite ». Pourquoi font-ils cela? Il est impossible de répondre à cette question. Si vous le leur demandez, ils répondront « Je le fais parce que ça me plaît ». Pour Murt, la rencontre de Sacramento a été à l'image de la saison. Même avec la guine qui ne le lâche pas depuis le début de la saison, il a réussi à obtenir suffisamment de points pour arracher la 6e place au classement général. Jetons un coup d'œil aux autres activités du monde de la moto. C'est dimanche et nous sommes à environ 30 km de Salt Lake City, Utah. Il y a ici une petite colline de 200 mètres à peine, mais qui présente une inclinaison de 89%, ce qui correspond à un angle d'environ 45 degrés. On l'appelle la Widow Maker, ou faiseuse de veuves. Depuis 7 ans, des fanatiques de la moto s'entêtent à essayer d'y grimper, sans succès jusqu'à maintenant. Des coureurs viennent de tous les coins des États-Unis pour tenter de réussir là où les autres ont échoué. Comme nous l'avons dit, personne n'a pu se rendre au sommet, ce n'est pas faute d'avoir essayé.
On enregistre l'endroit précis où chaque moto s'arrête, ce qui incite certains concurrents à se débarrasser de leurs rivaux par tous les moyens. Dans une telle tentative, un candidat a fauché 2 spectateurs et perdu 4 mètres. C'est quand même mieux que de perdre 120 mètres. Certaines motos sont dotées d'une forte personnalité. Ceux qui les montent sont en général eux-mêmes des personnages assez spéciaux. Il y a par exemple le genre entrepreneur de pompes funèbres, comme Ward Keegan, qui pensait qu'une meilleure ventilation apporterait la solution. Cela lui a valu d'avancer de 5 mètres. La meilleure de la journée, on la doit à ce vieux Hockey Hillbilly, qui a perdu pas mal de temps à rêver qu'il était parvenu au sommet, sans savoir si c'était sa plaque qu'il voyait ou une contravention. Mais une fois parti, Hockey, le videur, a réussi l'exploit de se rendre à 15 mètres à peine du sommet. Only about 50 feet short of the top. Malcolm était là aussi. Il n'avait jamais fait de grimper, mais il s'était dit que ce serait amusant d'essayer. Sa première tentative lui ressemblait tout à fait. Il a oublié de mettre les gaz. Plus tard dans la journée, il a fait une deuxième tentative qui a plus que racheté sa première erreur. Affrontant avec sa 500 des motos spécialement conçues pour la grimper, il a réussi à bondir à 150 mètres, un résultat digne des meilleurs spécialistes. Pour la plupart, la descente peut poser des problèmes. Malcolm en a scié plus d'un lorsqu'il a simplement fait demi-tour et a conduit sa moto jusqu'en bas. L'un des derniers concurrents de la journée a été Mike Gibbon, qui est venu spécialement de Graham Pass, Oregon, pour tenter le coup lui aussi. Et les pneus équipés de chaînes et le réservoir rempli d'un mélange d'essence et de nitrométhane, Mike Gibbon a été le premier à poser son pneu au sommet de la Widowmaker après 7 années de tentatives infructueuses. Il a reçu un trophée et le Lions Club local lui a remis $100 pour l'aider à payer ses dépenses de retour en Oregon. Ce fut une journée mémorable. La Widowmaker avait enfin été vaincue. Malcolm a réussi à se classer 3e et à grimper 30 mètres plus haut que la plupart des autres motos, pourtant spécialement conçues à cette fin. Cet homme est tout à fait à l'aise dans le trial. Et les magiciens de la moto, de la trempe de Malcolm, peuvent rouler sur une roue pendant des kilomètres, virage ou pas, en ayant l'air de se promener, d'admirer le paysage. Il possède le talent et la virtuosité des violonistes. Le gosse ne pouvait en croire ses yeux, et personne à qui le raconter. Pour réussir une course d'épreuve, il faut traverser un terrain difficile sans poser le pied par terre. La facilité avec laquelle un bon pilote y parvient est étonnante. Ils réussissent à faire passer leur moto là où ça semble tout à fait impossible, dans un espace de 25 cm de haut par 75 de long par exemple, puis tourner brusquement pour garder l'équilibre, et tout cela sans poser le pied par terre. Eh bien, c'est possible.
En voici la preuve. Le pilote lève sa roue à cet instant précis. La tourne pendant qu'il est encore dans les airs. De cette façon, quand il revient au sol, il est déjà dans la bonne direction. Cela a l'air facile, en réalité, il n'en est rien. Malcolm participe à des épreuves de trial 1 ou 2 fois par année. En fait, il participe au moins 1 ou 2 fois par année à toutes les compétitions qui peuvent exister en moto. Il est excellent partout, mais dans le trial, il est imbattable. Essayez de faire ça un jour si vous avez envie de faire quelque chose de vraiment difficile. Incroyable, Malcolm. Les spécialistes des courses dans le désert sont d'une autre race. On les trouve uniquement dans le sud-ouest américain, plus précisément le sud de la Californie. Il existe même un groupe de filles, et les Marguerites du désert, qui s'adonnent à ce sport qui attire des adeptes nombreux et de toutes conditions, tous les dimanches. Le maître incontesté ici se nomme Whitey Martineau. C'est un spectacle grandiose que de voir les concurrents prendre place sur la ligne de départ. On y retrouve des médecins, des avocats, des menuisiers, des plombiers, des ingénieurs, des vendeurs, des étudiants, tout le monde sur la même ligne de départ. 1000 coureurs s'apprêtent à se lancer dans cette folle aventure de 160 km à travers le désert, à 80 km de la ville la plus proche. Cette scène se déroule tous les dimanches et elle réunit de 500 à 2000 motocyclistes. Le gagnant remporte un trophée et a la satisfaction de savoir qu'il a été le meilleur. En premier lieu, il se dirige vers une bombe fumigène, à 8 km du départ. La bannière tombe à 10 heures. Environ 10% des participants n'arriveront pas jusqu'à la bombe fumigène. Il faut dire que cela ressemble parfois davantage à une guerre qu'à une course. Il lève un nuage de poussière qui retombera 3 semaines plus tard à Londres. Une fois passée la bombe fumigène, ils devront suivre les rubans et les marques qui délimitent la piste. Personne n'a le droit de faire la piste avant la course, donc tout le monde est au même point. 3 barres indiquent un danger de vent. Un motocycliste habitué à rouler dans le désert sait qu'un monticule de sable représente toujours un risque parce que ce sable vient forcément de quelque part, d'un puits de mine, d'un fossé ou d'un trou. Un autre moyen de la repérer est de surveiller les pilotes qui disparaissent brusquement. Pendant 160 km, ce ne sera que montée, buissons, cactus, descente, pierrailles. Une lutte pour la survie. Les plus grands dangers pour un coureur du désert sont les autres coureurs du désert. Au printemps, c'est la saison des Bucks B29. Heurter l'un d'entre eux, c'est comme frapper dans un medicine ball. Les coureurs du désert sont des gens bien. Voyez celui-là qui emmène toujours son chien.
La brave bête est confortablement installée sur un petit tapis posé sur le réservoir. Their pit stops are kind of unusual. Elle possède des serres comme un aigle. Some of the Leurs arrêts au puits de ravitaillement sont plutôt pittoresques. Les situations les plus périlleuses se rencontrent souvent dans les puits de ravitaillement où l'on peut retrouver les meilleurs coureurs remorquant une quantité de poussière impressionnante. Voici Sarah Jane Roberts, l'une des grandes de ce sport. Steve McQueen est venu souvent ici. Il fait encore des courses dans le désert à l'occasion, bien qu'il préfère maintenant le motocross. Il y a quelques années, on le voyait tous les dimanches et il s'était classé 11e chez les amateurs. Malcolm Smith participe rarement à des courses dans le désert. De son propre aveu, la poussière et le sable, ce n'est pas son truc. Des 12 courses qu'il a livrées dans sa vie, il en a remporté 6. Aux 6 autres, des ennuis mécaniques l'ont forcé à se retirer. Le roi du désert est le tenant du titre, Whitey Martineau. C'est un coureur extrêmement doué, non seulement en conduite, mais aussi en connaissance du terrain. Sur son bolide, Whitey fait du slalom entre les buissons à 100-110 km/h. S'il fonce tout droit, il risque de heurter un buisson et ce serait la fin de la course. Après ce combat contre le sable, les pierres, les tortues, les insectes et les puits de mine, l'arrivée devrait être des plus excitantes. L'arrivée d'une course du désert ne ressemble à aucune autre. Il y a en général, tout au plus, une centaine de spectateurs qui ont toujours l'air d'attendre quelqu'un d'autre. Les courses dans le désert sont des expériences tout à fait personnelles. Ce qui porte les concurrents, ce n'est pas tant l'enthousiasme des foules, mais la satisfaction d'avoir accompli quelque chose. Sur les quelques 1000 coureurs qui prennent le départ, seulement 300 ou 400 franchiront la ligne d'arrivée. Les autres sont éparpillés le long des 160 km du circuit et seront récupérés par l'équipe chargée de surveiller le déroulement de la course. Il y a toujours quelqu'un qui s'écarte de la route et à qui il arrive un pépin quelconque. Il ne sait pas où il se trouve et les autres non plus. Dans le guide du parfait coureur dans le désert, on lui conseille de faire du feu, afin d'attirer l'attention de l'équipe de secours. Desert races don't lean toward tinder and the one-match fire. It's high test and a pucker bush for them. The nearest water is in the radiator of his truck, but he doesn't have any idea where his truck is. Voilà un feu de $1000. Le plus grand plaisir que l'on peut avoir à moto est sans doute de charger sa bécane sur un camion et de partir à la conquête du pays. Loin de la pression de la course, ils ont bien mérité le droit de se relaxer et de s'amuser un peu. Malcolm, Steve et Murt adorent la course, mais ils sont tous d'avis que c'est comme ça qu'on prend vraiment son pied. On appelle ça « suivre la piste des vaches ». Comment résister lorsque vos amis ne font pas attention ? Steve ne pouvait trouver meilleurs compagnons que Murt Lowell et Malcolm Smith pour s'ébattre dans la campagne.
Rouler simplement avec vos amis donne un sentiment de liberté et de joie qui ne se traduit pas en mots et qui peut seulement être partagé avec des gens qui ont connu cette sensation. by someone who's done it.